prêt pour le quiz? C'est parti. Quel est le féminin de l'adjectif bénin? C'est bénigne avec G-N-E à la fin. Bravo! Ensuite, Complétez la phrase suivante par le mot adéquat. Le ministre de la Justice est aussi le garde des... Sceaux avec S-C-E-A-U-X comme cachet. Sceaux. Super! Tu es un génie! Comment écrit-on des passe-partout? Passe-partout. Je crois que passe-partout passe-partout. Passe-partout était invariable, donc il ne change pas, ça reste passe-partout. Très bonne réponse! Bravo, tu as trouvé! Et ça commence bien pour moi aujourd'hui. Et pour vous aussi, je l'espère. Salut les copains, bienvenue dans le programme Mon école à la maison. On vous aide à, depuis chez vous, réviser et surtout apprendre de nouvelles leçons. Tellement important, vous l'avez remarqué, de savoir bien s'exprimer et surtout écrire correctement en français. C'est de ça qui va être question aujourd'hui dans notre cours. Nos professeurs sont bien en place, déjà prêts à s'occuper de vous. Et tout de suite, il ne reste plus qu'à rassembler vos cahiers, crayons, stylos, tout ce qu'il faut pour bien noter. Et c'est parti. Chers élèves, bonjour. Je suis Adiko Eustache, enseignant à l'EPP Sipores 1. Nous avons commencé ensemble une leçon de français en exploitation de test 1. Nous avons fait la première partie. Aujourd'hui, nous allons entamer la seconde partie de notre leçon. Mais avant de commencer, je vous avais donné un exercice de maison à faire. Nous allons faire ensemble la correction. J'espère que chacun a fait sa phrase. Ici, je vous donne un exemple. Un droit. Dans l'exercice, on a dit construire une phrase avec chacun des mots suivants. Un droit et un mineur. Je donne mon exemple. Un droit. Un élève de ma classe pense que se faire soigner est un droit. Une phrase avec un mineur. Mon voisin a 9 ans, c'est un mineur. Bien, si vous avez suivi, nous allons passer maintenant à la seconde partie de notre leçon qui concerne les adjectifs de couleur. Vous allez lire silencieusement le test de base au tableau. Bien, je vais vous le lire à haute voix. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Je reprends. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Quels sont les mots de cette phrase qui indiquent la couleur? Ici, on a bleu dans les jupes bleues. On a aussi bleu ciel dans les robes bleu ciel. Quelle est la fonction de chacun de ces mots? Ici, dans jupe bleue, bleu qualifie jupe en indiquant sa couleur. Et bleu ciel qualifie des robes en indiquant aussi
sa couleur. À partir de cela, je peux vous donner la définition d'un adjectif de couleur. Un adjectif de couleur, c'est un adjectif qualificatif qui indique la couleur de quelque chose. Je reprends. Un adjectif de couleur, c'est un adjectif qualificatif qui indique la couleur de quelque chose. Bien. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un adjectif de couleur, nous allons maintenant voir son accord. Suivez la même phrase. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Regardez l'orthographe de bleu dans des jupes bleues. Jupe étant un mot féminin pluriel, alors bleu s'accorde avec ES à la fin. Vous regardez aussi bleu ciel. L'écriture, l'orthographe de bleu ciel. Robe étant un mot féminin pluriel, il devait s'accorder. Mais ici, bleu ciel ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'ici, l'adjectif est composé de deux mots. L'adjectif de couleur, lorsqu'il est employé seul, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est pourquoi des jupes bleues, il y a accord. L'adjectif est employé seul. Mais dans la deuxième partie, des robes bleu ciel, l'adjectif de couleur est formé de deux mots, de bleu et ciel, d'un adjectif de couleur et d'un nom. Donc là, il n'y a pas d'accord. Il y a, comme ce que nous venons de voir, il y a des cas dans lesquels l'adjectif de couleur ne s'accorde pas. Voilà. L'adjectif de couleur ne s'accorde pas dans les cas suivants. S'il est composé d'un adjectif et d'un nom, il n'y a pas d'accord. Je vous donne un exemple. Des blouses vert bouteille. Des blouses vert bouteille. Il n'y a pas d'accord. S'il est composé de deux adjectifs, il n'y a pas d'accord. Exemple, des robes bleu vif. Il n'y a pas d'accord. Si l'adjectif de couleur est un nom, il n'y a aussi pas d'accord. Exemple, des chemises orange. Et si l'adjectif de couleur, les adjectifs de couleur se suivent, dans ce cas, on les sépare d'un trait d'union. Exemple, des chemises bleu-gris. Il n'y a pas d'accord. Je rappelle que l'adjectif de couleur employé seul s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Dans tous les autres cas, il n'y a pas d'accord. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Nous allons donc passer à un exercice d'application. Suivez avec moi. Je vais vous lire l'exercice d'application. Recopie l'adjectif de couleur en corrigeant, si nécessaire. Oui. La première phrase, la directrice de l'école porte des chaussures noires. La deuxième phrase, des gendarmes portent des tenues vertes bouteilles. Nous avons deux phrases
dans l'exercice. Vous allez écrire correctement l'adjectif de couleur. Je vous donne quelques minutes. Bien, nous allons passer à la correction de l'exercice d'application. Je relis l'exercice. Recopie l'adjectif de couleur en corrigeant si nécessaire. La première phrase. La directrice de l'école porte des chaussures noires. Ici, l'adjectif de couleur est employé seul. Des chaussures noires, donc il y a accord. Des chaussures étant un mot féminin pluriel, donc noir s'écrit comme ça, avec ES à la fin. La deuxième phrase. Les gendarmes portent des tenues vertes bouteilles. Ici, l'adjectif de couleur est composé d'un adjectif de couleur, d'un nom. Ici, c'est un mot composé. Il n'y a donc pas d'accord. Les gendarmes portent des tenues vert bouteille. Il n'y a donc pas d'accord. Voilà comment s'écrit vert bouteille au tableau. Chers élèves, après l'exercice d'application, je vais vous donner un exercice de maison. Exercice de maison. Écris correctement les adjectifs de couleur. Une corbeille de légumes, entre parenthèses, vert, était posée sur une table couverte d'une nappe bleu foncé, entre parenthèses. C'est la première phrase. La seconde phrase, les plantes du jardin portaient des fleurs jaunes violets, entre parenthèses, et des fruits oranges, entre parenthèses. Chers élèves, voici un exercice de maison. Vous allez le traiter et à la prochaine séance, nous allons faire la correction. Je voudrais vous dire merci et nous allons nous retrouver prochainement. N'oubliez pas d'étudier. Prenez toujours vos cahiers et vos livres. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Lisons de nouveau, ensemble, deux phrases du corpus. La première phrase, il marchait lentement. Nous avons lentement. La seconde phrase, avant-hier, mon oncle est passé nous voir. Nous avons avant-hier. De combien de mots est constitué l'adverbe lentement de la première phrase? Évidemment, il est constitué d'un seul mot. Donc, il est de forme simple. Et de combien de mots est constitué l'adverbe avant-hier? Il est constitué de deux mots. On peut donc dire qu'il est de forme composée. Alors, combien de formes d'adverbes existent-ils? Nous écrivrons en sous-titre Grand 1, morphologie des adverbes. Et nous disons que il existe deux formes d'adverbes. Les adverbes de forme simple. Nous avons hier, demain, ainsi de suite. Nous avons les adverbes de forme composée. Nous avons, bien sûr, à coup sûr, à vrai dire. Cela nous permet de passer tout de suite à notre exercice d'application.
Dans les phrases suivantes, identifie l'adverbe et décris sa forme. Première phrase. Avant-hier, le ciel était très nuageux. Deuxième phrase. Le cycliste roule prudemment sur la chaussée glissante. Quels sont les adverbes et quelle forme d'adverbe avons-nous? Nous avons dans la première phrase avant-hier. C'est un adverbe de forme composée. Nous avons aussi très, qui est un adverbe de forme simple. Dans la seconde phrase, nous avons prudemment, qui était un adverbe de forme simple. Considérons la place de l'adverbe dans chacune des phrases du corpus suivant. P1. Il marchait lentement. Lentement modifie marchait que nous avons souligné. Quelle est la nature de marchait? Où est placé lentement par rapport à marchait? Il est placé après le verbe marchait. Très bien. Dans la phrase 2, il a beaucoup travaillé. Où se situe l'adverbe beaucoup? Il est placé après l'auxiliaire. Ce devoir est trop difficile. C'est la phrase numéro 3. Où est placé l'adverbe trop? Il est placé avant l'adjectif difficile. Phrase 4. Mariam a agi très sagement. Nous avons l'adverbe très qui modifie sagement. Et où est-il placé par rapport à sagement, qui est un autre adverbe? Il est placé avant. Maintenant, considérons la phrase 5. C'est une œuvre totalement achevée. Nous avons l'adverbe totalement qui se rapporte à achever. Et quelle est la nature d'achever? C'est ici un participe. Alors, où est placé l'adverbe par rapport au participe achevé? C'est une œuvre totalement achevée. Nous remarquons que l'adverbe est placé avant le participe. Mais considérons la phrase 6. C'est une œuvre achevée totalement. Où se situe l'adverbe par rapport au participe achevé? Ici, dans la phrase 6, très bien, il est situé après le participe. Alors, que pouvons-nous dire de la place de l'adverbe? Notons, grande place des adverbes. En petit 1, nous avons noté que l'adverbe peut être placé après le mot modifié. Et nous avons remarqué que lorsqu'un adverbe modifie un verbe, il est placé après ce verbe. Nous avons vu l'exemple de « il marchait lentement ». Mais lorsque le verbe a un temps composé, nous avons remarqué que l'adverbe se place juste après l'auxiliaire. Nous avons l'exemple de « il a beaucoup joué ». En petit 2, nous avons remarqué que l'adverbe peut être placé avant le mot modifié. Et nous avons remarqué que lorsqu'un adverbe modifie un adjectif qualificatif ou un autre adverbe, il est placé avant cet adjectif ou cet adverbe. Nous avons vu l'exemple de « ils sont très gentils ». Nous avons « gentil » qui est un adjectif qualificatif et « très » est placé avant. Petit 3, placé avant ou après le mot modifié.
Et nous retenons que lorsque l'adverbe modifie un participe passé, il se place tantôt avant lui, tantôt après lui. Nous avons l'exemple de une maison récemment acquise. Nous avons récemment l'adverbe qui est placé avant le participe passé acquise. Nous pouvons aussi dire une maison acquise récemment. Et ici, nous notons que récemment, l'adverbe est placé après le participe passé acquise. Nous pensons que vous avez retenu quelque chose en ce qui concerne la place de l'adverbe par rapport au mot qu'il modifie. Nous allons tout de suite passer à notre troisième exercice pour vérifier votre compréhension. Produis deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place après le mot qu'il modifie. Deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place avant le mot qu'il modifie. Et enfin, deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place avant ou après le mot qu'il modifie. J'espère que vous y avez réfléchi. Alors nous allons vous proposer quelques phrases. Pour le premier point, l'adverbe placé avant le mot qu'il modifie. Nous avons « ces artistes chantent bruyamment ». Nous avons l'adverbe « bruyamment » qui est placé après le verbe « chante ». Nous avons dans la seconde phrase, les élèves suivent très attentivement le cours à distance. Nous avons trait qui modifie l'autre adverbe attentivement et il est placé avant. Pour la troisième phrase, voilà une œuvre totalement achevée. Nous avons achevé le participe passé qui est modifié par l'adverbe placé avant lui. Mais on peut aussi placer l'adverbe après ce participe passé en disant « voilà une œuvre achevée totalement ». Observe le corpus ci-dessous pour déterminer le sens et le rôle des adverbes. Remplace les pointillés par les adverbes. Alors, hier, mon père est rentré de son voyage. Nous avons hier en gras. Quelle information nous apporte cet adverbe? Il nous apporte une information sur le temps. C'est donc un adverbe de temps. La seconde phrase, attends-moi ici. Nous avons ici, qui est l'adverbe. Quelle information nous apporte-t-il? Il nous apporte une information sur le lieu. On dira donc, c'est un adverbe de lieu. La phrase 3, il marchait lentement. Nous avons lentement. Répondant à la question, comment marchait-il? Alors, nous avons lentement qui est ici un adverbe de manière. La phrase numéro 5. Cet exercice est trop difficile. Nous avons trop difficile et trop qui est l'adverbe. Quel est le sens qu'il apporte? Il nous montre ici l'intensité. Alors, nous disons que c'est un adverbe d'intensité. La phrase 5. Les examens se dérouleront certainement. Nous avons certainement. Quel est son sens? Il permet une affirmation. On dira donc,
que c'est un adverbe d'affirmation. Enfin, la phrase 6, ma grand-mère n'aime pas la ville. Nous avons ne pas. Quel est son sens? Il exprime la négation. On dira alors que c'est un adverbe de négation. Alors, en tenant compte de tout ce que nous venons de faire, combien de types d'adverbes existent-ils? Nous retenons donc, grand 3, les différents types d'adverbes. Nous avons différents types d'adverbes selon leur sens et leur rôle dans la phrase. Vous l'avez vu tout à l'heure. Quand ils sont employés en fonction de leur sens et de leur rôle, alors nous avons noté les adverbes de temps. Et pour ce qui est des adverbes de temps, on a par exemple aujourd'hui, demain, autrefois, maintenant, ainsi de suite. Nous avons aussi dégagé les adverbes de lieu. Nous avons par exemple ici, là, ailleurs, dessus, dessous, ainsi de suite. Après les adverbes de lieu, nous avons identifié les adverbes de manière. Nous avons bien, mal, mieux, heureusement, et ainsi de suite. En exemple, nous avons il roule vite. Vite est un adverbe de manière. Nous avons aussi les adverbes de quantité et d'intensité. Nous avons trop, assez, peu, beaucoup, tellement. Et enfin, nous avons les adverbes d'opinion. Pour ce qui concerne les adverbes d'opinion, nous l'avons remarqué tout à l'heure, il y a en premier lieu les adverbes d'affirmation avec certes, probablement, certainement. Exemple, il est certainement rentré chez lui. Et en second lieu, nous avons les adverbes de négation. Nous avons non, guère, ne pas, ne plus, ne jamais. En exemple, nous avons les vieux et les jeunes ne se sont pas bien compris. Vous avez certainement bien cerné le rôle des adverbes et ainsi pu dégager les différents types. Nous passons alors à notre exercice numéro 4. Produire des phrases dans lesquelles l'adverbe exprime l'affirmation, la négation, le temps, le lieu, la manière. Nous passons à la correction pour vous proposer quelques phrases. Pour l'adverbe d'affirmation, nous avons « il est certes brillant, mais il doit être attentif aux remarques ». Nous avons l'adverbe « certes ». Pour ce qui est de la négation, nous avons « celui qui n'aime pas les critiques n'avance jamais ». Nous avons les adverbes « ne pas » et « ne jamais ». Pour ce qui est du temps, un sage parle rarement. Nous avons l'adverbe rarement. Pour ce qui est du lieu, ailleurs, les réalités sont différentes des nôtres. Nous avons l'adverbe ailleurs. Et pour ce qui est de la manière, cette fille a mal pris les observations de la dame. Nous avons mal, qui est un adverbe de manière. J'espère que cette correction vous a permis de renforcer votre compréhension des différents types d'adverbes. Nous vous laissons un exercice
pour évaluer l'ensemble de ce que nous avons noté, nous avons relevé en ce jour. Alors vous écoutez le test qui va vous être donné. Yao examina l'objet attentivement et avec quelque méfiance. C'était le même anneau où paraissait l'être et il pesait le même poids, car il avait toujours paru à Yao étrangement lourd. Là où il habitait était loin de la ville. Il était certainement heureux de vivre dans ce lieu. Première consigne, relève dans le test ci-dessus 4 adverbes. Deuxième consigne, indique la place par rapport aux mots qu'il modifie. Troisième consigne, classe-les selon leur type. Nous espérons que vous ferez cet exercice pour approfondir votre compréhension de l'adverbe que nous avons étudié en ce jour. En attendant, je vous dis à bientôt. On va passer maintenant à la séance de course. Et la course, c'est toujours la même chose. Quand vous devez commencer une nouvelle activité, il faut s'échauffer. Donc, il faut courir. L'échauffement doit durer au moins 10 minutes. Vous devez faire des accélérations sur place. Voilà, et vous revenez. Voilà, et on fait élévation de genoux, on fait talon-fesse. Voilà, tout cela pendant 10 minutes. Et là, on va faire des accélérations sur place. Allez, on va plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on relâche. Allez, encore une fois. Accélération sur place. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Et vous soufflez. N'oubliez pas, vous devez reposer, souffler après chaque accélération. Maintenant, on va accélérer et on revient à reculons. Vous accélérez sur 2-3 mètres, vous revenez à reculons. Allez, top, c'est parti. Voilà, et vous revenez tout doucement. Allez, top, on accélère. Voilà, et vous revenez encore une fois. Allez, top, on accélère. Voilà, et vous soufflez. Et maintenant, on va faire un déplacement latéral. On cherche à toucher. Là, on fait 5, vous soufflez. Et encore 5. C'est bon? Allez, top, un déplacement latéral. On touche. Voilà. Allez, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Voilà. Et on souffle un peu, on respire. On souffle un peu, parce qu'on doit reprendre ça au moins 2 fois, 3 fois. C'est bon? Allez, deuxième série, déplacement latéral. Allez, top, on y va, on touche. Et on touche. Allez, plus vite maintenant, plus vite maintenant. N'oubliez pas que c'est de la course, on va vite, on va vite, on va vite, on va vite. Allez, bref, on pose, c'est très bien, respirez. Et on va se relaxer maintenant. On va se relaxer doucement, doucement. On détend les jambes, on détend les jambes. Et on va remonter doucement, doucement. On va revenir. Allez, on va repartir, on va tirer doucement, doucement pour détendre les jambes. On va détendre les jambes doucement, doucement. Tirez, 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 voilà. Et vous allez remonter doucement, doucement. Chers élèves de terminale, bonjour. Je suis Kwame Ferdinand, professeur de français. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un cours d'expression écrite. Vous savez que cette activité comporte 3 leçons. Le commentaire composé que vous avez déjà vu avec votre professeur au premier trimestre, la dissertation littéraire que vous avez vue au 2e trimestre et le résumé du texte que nous allons voir au 3e trimestre. Le résumé du texte comporte 3 rubriques. Les réponses aux questions, le résumé proprement dit et la production écrite. Les réponses aux questions ont été abordées à la première séance. Nous abordons la 2e rubrique, c'est-à-dire le résumé qui commence par la séance 2, c'est-à-dire l'identification de la situation d'argumentation. Comment identifier la situation d'argumentation? Eh bien, pour identifier la situation d'argumentation, nous allons procéder en 3 étapes. Première étape, la compréhension du texte. Dans la compréhension du texte, il faut dégager le thème abordé par l'auteur,
il faut dégager la thèse et la visée. Alors, pour dégager le thème, il faut relever le champ lexical dominant. Pour ce texte qui nous sert de support, un texte de Ebongue Soel intitulé Racines de l'authenticité, certains mots reviennent fréquemment, des mots comme passé, culture et peuple, ce qui conduit au thème suivant, le passé culturel des peuples. Ensuite, il faut dégager la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur est valorisée par certains mots, des expressions, des mots, mais surtout par une phrase qui résume au mieux la position de l'auteur. Pour ce texte qui nous sert de support, vous allez trouver la thèse de l'auteur au 3e paragraphe. Donc la thèse de l'auteur correspond au 3e paragraphe que je vais vous lire. C'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie et l'harmonie n'est rien d'autre que l'authenticité n'est rien d'autre que l'harmonie avec ce passé. Ensuite, vous passez à la visée argumentative de l'auteur. Qu'est-ce que c'est que la visée? La visée, c'est l'objectif que veut atteindre l'auteur. Qu'est-ce qu'il recherche par son discours? Bien, nous sommes dans un texte argumentatif, il cherche à convaincre. Alors, pour bien cerner les contours de la visée argumentative, il faut se poser 3 questions. Première question, c'est qui parle? L'auteur, à qui s'adresse-t-il et par quel moyen il s'adresse à son interlocuteur. Donc, 3 éléments interviennent. Vous avez l'auteur, qu'on peut placer dans un triangle au sommet. Ensuite, le texte qu'il produit. Et puis, vous avez l'interlocuteur à qui s'adresse ce texte-là. Alors, 3 relations s'établissent entre ces 3 éléments-là. La relation d'ici, c'est l'auteur qui produit un texte pour convaincre l'interlocuteur et il attend que l'interlocuteur en question adhère à sa position. Donc, pour résumer la visée argumentative du texte, il faut faire intervenir ces 3 éléments. Pour le texte qui nous sert de support, l'auteur de ce texte est Ebongue Soel. Il s'adresse aux Africains qui renient leur passé culturel. Et il essaie de les convaincre de renouer avec ce passé-là s'il veut se donner des chances de jouer un rôle important dans un monde de plus en plus compétitif. Donc, voici comment il faut cerner la question de la visée. Il faut faire donc intervenir les 3 éléments. Ensuite, après avoir vu donc la compréhension du texte, vous passez à la stratégie. Alors, la stratégie argumentative, c'est l'ensemble des procédés d'écriture utilisés par l'auteur pour soutenir son point de vue. Elle inclut son mode de raisonnement. Dans ce texte, la stratégie repose sur un jeu de positions qui s'observe au niveau des indices d'énonciation et des connecteurs logiques. Alors, donc, premièrement, les indices de l'énonciation. Les indices de la personne, c'est le premier point des indices de l'énonciation, donc les indices de la personne. Alors, on y trouve les pronoms personnels je. Je, nous, les adjectifs possessifs notre, nos. Ce sont des indices de la présence de l'auteur et de sa prise en charge des énoncés. Le pronom personnel vous et l'adjectif vos sont les indices qui spécifient les interlocuteurs auxquels s'adresse l'auteur, des personnes qu'il associe à sa conception de la culture. Le pronom on, dans le paragraphe 5, est inclusif. Ces indices de la personne s'opposent à ceux-ci. Le pronom indéfini on, dans le 2e paragraphe, qui n'implique pas l'auteur. Ce dernier n'assume pas les propos à ce niveau. De même, il n'assume pas les propos dans certains Africains. Ils ont vraiment cru. Deuxième élément des indices de l'énonciation, les indices temporels. Les adverbes de temps, maintenant et aujourd'hui permettent d'énoncer des propos qui décrivent une manière de concevoir l'authenticité culturelle présentement par opposition à une conception passée. C'est-à-dire l'histoire montre que, dans le texte, vous trouvez dans cet indice-là. L'adverbe de temps toujours permet de présenter la position de l'auteur comme une vérité absolue. Deuxième élément des indices d'énonciation, les connecteurs logiques
participe également de la stratégie argumentative du texte. Alors, le jeu de l'opposition que nous avons observé au niveau des indices de la personne permet également de voir que dans la distribution des connecteurs logiques, il y a une opposition. Ainsi, nous avons et non et sinon. Donc, ces deux connecteurs logiques-là permettent de voir qu'il y a une opposition entre la position de l'auteur et la position qu'il ne partage pas. Alors, ces éléments que nous avons vus au niveau des indices de l'énonciation et des connecteurs logiques permettent de dégager la structure suivante, la structure du texte. Ainsi, donc le paragraphe 1, le paragraphe 2, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 développent l'idée suivante: le passé est le fondement de tout peuple. Les paragraphes 5 et 6 développent l'idée, la nécessité de préserver son authenticité dans ce monde de diversité. Les paragraphes 7 et 8 développent enfin l'idée, l'Afrique doit prendre conscience de sa particularité pour l'uniformisation. Et voilà, chers élèves, pour vérifier que vous avez compris le cours sur l'identification de la situation d'argumentation, je vous donne donc cet exercice sur le texte numéro 2 qui s'intitule « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses ». Un texte de Clément Vessavi tiré de Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Alors, sur ce texte, vous allez identifier le thème, relever la thèse de l'auteur, déterminer la visée argumentative du texte, ensuite, la structure du texte. Et voilà, chers élèves, c'est ici que s'achève la séance de ce jour. Nous nous reverrons la prochaine fois pour la sélection des idées essentielles. Et voilà, c'est la fin des classes aujourd'hui. Un grand merci à tous nos professeurs. Et puis, petit conseil pour vous en classe d'examen, à l'oral. Mettez toujours une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Ça vous permet d'avoir de l'assurance. Et puis, parlez d'une voix haute et distincte devant votre examinateur. S'il pose une question qui n'est pas assez claire ou compréhensible pour vous, n'hésitez pas. Demandez-lui de la répéter. Vous avez le droit. Et puis, parlant de répétition, rendez-vous sur notre site école-ci.online pour préparer aussi avec nous la journée de demain. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir demain à 15h sur RTI 1. En attendant, très très bonne fin de journée à vous. Merci d'avoir suivi fidèlement mon école à la maison. Et n'oubliez pas, celui qui refuse ou néglige de bosser a déjà accepté d'avance d'échouer. À demain.